Salut à tous et salut à toutes, c'est Else. Et aujourd'hui, je sais pas, j'avais décidé de faire un petit top 5 wow de mes, comment dire, réalisateurs d'animés et films d'animation japonaise. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est à la fois mon top 5 de réalisateurs japonais, mais spécialisés dans l'animation. Donc que ce soit animé et long métrage confondu. Ok? Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Hein. Le premier, pour ma part, ça c'est évidemment subjectif, hein, comme tous les top 5. Après je vais vous expliquer pourquoi mon top 5 se situe ainsi. Mais bon. Parce que bon, un top 5, je pars du principe parce que si c'est hiérarchisé, c'est que ça a un intérêt. Vous voyez? Bon, mon top dernier, c'est Makoto Shinkai. Que vous connaissez sans doute parce que le dernier film d'animation, en l'occurrence, c'est Your Name, qui a fait un gros tabac, du moins pour sa sortie Jap et de ce que certains Américains ont pu voir dans des projections spécifiques. Et lui, je le place en dernier parce que c'est le style Makoto Shinkai. Donc, Makoto Shinkai, pour vous rappeler, c'est tout d'abord des courts-métrages, comme Elle et son chat, qui avait une durée de 5 minutes. C'était en noir et blanc, c'était un peu particulier, c'était pas fou, mais c'était pas pourri non plus. Il y a eu également The Voice of a Distant Stars, of a Distant Star, Oshi no Koe, que j'avais bien aimé, Oshi no Koe, qui racontait l'histoire de relations à distance à travers l'espace, dont l'une... Enfin, je vais pas vous spoiler, mais c'était c'était assez sympathique. C'était assez sympathique, c'était très mélancolique, c'était très doux, très calme, etc. The Smile, dont je ne m'en souviens plus, à vrai dire. C'était des petits spots comme ça. Et après, c'est là où il a commencé à faire des longs métrages. Parce qu'il a également fait des publicités concernant des... Il me semble que c'était pour l'électricité, à savoir les éoliennes, tout ça. Mais c'est justement là où il a fait des longs métrages, comme La Tour au-delà du nuage. 5 cm par seconde qui du coup a fait énormément parler de lui en Occident. C'est vraiment à partir de 5 cm par seconde qu'on a commencé à entendre parler de Makoto Shinkai. Vu que ça a été distribué par la case, Kazé, pardon, je confonds toujours la case et Kazé, c'est horrible. Maintenant j'y arrive plus. Donc ça a été distribué par Kazé, etc. Et 5 cm par seconde, c'est 3 successions de petites histoires qui se suivent, vu que en fait, c'est l'histoire d'un même protagoniste, mais divisé en 3 catégories. Donc l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Bref. Tandis que La Tour au-delà des nuages, bon, c'est... Comment dire, c'était une histoire d'aviation, plus ou moins, bref. Pas vraiment, mais il y a eu Voyage d'Agartha, où là, c'était un peu ghibliesque. Your Name, je ne sais pas du tout, vu que c'est pas encore sorti à l'heure où je vous parle. Et il y a eu un autre court-métrage du nom du Jardin des mots, j'avais déjà fait une manga review dessus. Le Jardin des mots, que j'avais énormément apprécié. Bref. Tout ça pour dire, Makoto Shinkai, lui, il est en 5ème position parce que c'est le mec qui fait généralement du visual novel. En long métrage, court métrage. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il a en effet participé à F, A Tale in Memory, pour citer le plus connu des visual novels auxquels il a participé. Et ce mec-là, ça se ressent qu'il a taffé dans du visual novel. Parce que c'est un style très contemplatif. Ouais. Quand on parle de films japonais en général, on se dit ouais c'est contemplatif, il se passe pas grand chose. Enfin, ça c'est la mentalité, disons, vieux. C'est ceux qui voient les adultes, comme on pourrait dire, les vieux, ils voient le Japon comme tout ce qui est très paisible, très calme. Vous prenez les films japonais comme The Taste of Tea, c'est typiquement japonais, vous voyez? C'est le film très calme, et ça c'est japonais. À l'inverse il y a plein de robots et des explosions et des machins, des super pouvoirs qui sont très manga et pour enfants. En fait, c'est ciblé enfant.
C'est des cibles, hein, c'est pas destiné forcément pour. N'importe qui peut apprécier tel ou tel, mais c'est destiné pour. Je me contredis là, non? Peu importe. Donc Makoto Shinkai, dans tous les cas, c'est pour ça. C'est très contemplatif, il se passe pas grand chose. Donc en soi, tu regardes une fois. Si t'es dans le mood, ça passe nickel, ça passe crème. T'es à fond dessus, c'est cool. Limite, tu peux te le regarder sans souci. Si t'es pas dans le mood, déjà on a un peu plus de mal parce que forcément c'est, comment dire, c'est un peu chiant, cucu, on peut le dire. Ouais. C'est très cucu, donc faut aimer quoi, faut apprécier. C'est un peu délicat, mais faut apprécier quoi. Et c'est possible. Hein. Y a beaucoup de gens qui apprécient. Moi-même d'ailleurs, j'apprécie beaucoup 5 cm par seconde et le jardin Nemo. Le jardin des mots que je préfère à 5 cm par seconde. La tour au-delà des nuages, j'ai apprécié également, notamment pour les musiques. Même si c'est vrai qu'il n'y avait rien de spécialement fou. Mais il y a toujours une ambiance chez Makoto Shinkai qui est là, qui est présente, avec des décors de fou, fait tout par ordi évidemment. Mais il tape ses décors, quoi. Il y a une touche, en fait. Une touche très visual novel, mais version animée. Du coup, ça donne quelque chose de très propre, très sobre. Pas si sobre que ça, parce que les couleurs sont assez flash et tout, mais c'est sobre dans la manière dont c'est présenté. C'est des décors, des longs moments de calme en fait, et c'est ça qui est cool chez Makoto Shinkai. C'est pour ça que je le place en 5ème position. Parce que c'est cet aspect là qui me plaît chez lui, ce côté un petit peu, voilà, très calme en fait, qui peut faire chier si on n'a pas forcément envie de se prendre le chou sur ça, mais bon bref, voilà. Ça, c'était ma 5ème position. Concernant ma 4ème, alors là c'est un peu plus délicat parce que c'est Kunihiko Ikuhara. J'en avais déjà parlé normalement. C'était sur Shoujo Kakume Utena, alias Utena, la fillette révolutionnaire, voilà, si vous avez bien suivi. Et lui, c'est compliqué parce que dans sa réalisation, en fait, bon, je vous rappelle, il a fait ses plus grandes œuvres, entre guillemets, ce pourquoi il s'est démarqué le plus, c'est Shoujo Kakume Utena, donc Utena la fillette révolutionnaire, dont j'avais fait une manga review d'ailleurs à l'époque, et Mawaru Pingouin de Rome. C'est les principales séries pour lesquelles il a travaillé. Après, il y a eu également Sailor Moon S et R, mais ça, je vais moins en parler, étant donné que je ne les ai pas vus. Bien que j'aime bien Sailor Moon, mais c'est sans plus. Et il a également fait Yurikuma Arashi, dont que je n'ai pas regardé également. Donc je ne sais pas ce que ça donne. C'est pour ça que si je l'ai cité lui en 4ème position, c'est principalement pour Shoujo Kakume Utena et Mawaru Pingouin de Rome. Ok. Alors, Mawaru Pingouin de Rome, je vais en parler après. D'ailleurs, on va parler d'Utena. Parce que Utena, c'est pour moi le summum. C'est au-dessus du panier, c'est au-dessus de tout. Utena, je vais pas refaire une manga review, ça a été fait par les Bipapas, tout ça. C'est pas lui qui est à l'origine du manga, vu que c'est une autre femme. J'ai oublié son nom. Mais lui, il a réalisé l'anime, en tout cas. C'était le réalisateur. Et comment dire ça? Utena, on s'écarte du shoujo traditionnel. Avec Utena, il y a une dimension autre, en fait. Une dimension psychologique, philosophique. C'est plus du shoujo comme on connaît, en fait. C'est pas du lovely complexe, quoi. Voilà. On est plus dans du entre elle et lui, d'Hideaki Anno. C'est pour ça que c'est cool. Moi, j'aime beaucoup. Quand on prend ce genre d'initiative. Quand on prend un genre, en fait, ou plutôt une thématique, parce que là, c'est la thématique de... Comment dire? De la fille qui, finalement, veut être un prince, en fait. Au-delà de ça, c'est plus que ça. C'est tout ce qui est Dieu, patati patata, les thématiques classiques comme grandir, etc., etc. Bon, bref. Mais l'amour également. Bon.
beaucoup de choses dans Shoujo Kakuma Utena, mais c'est pas, je vais pas faire une manga review, je l'ai déjà faite. Et cet aspect-là, en fait, c'est ça qui est fort chez lui, c'est que y a ce côté construction très carrée. En fait, il construit ses animes de façon très très carrée. Mawaru Penguin Drum, c'est pareil, c'est très carré à chaque fois. À savoir que il y a certaines scènes qu'on retrouvera à chaque fois, suivies d'une autre scène qu'on retrouvera forcément après, etc., etc. Il y a une construction bien prédéfinie, que ce soit en termes musical, que ce soit en termes d'icônes, notamment les images qu'il montre, etc., etc. Tout est minutieusement structuré. Ça rajoute un côté un petit peu, comment dire, très strict. Et c'est ça qui est cool chez lui. Pour Mawaru Penguin Drum, c'est pareil, il y a un côté strict dans le sens où il reprend toujours certaines scènes, il les recolle, paf, 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 avec des manières différentes de le raconter, en fonction de l'épisode, en fonction de ce qui se passe. Mais les actions sont généralement les mêmes dans chaque épisode. Sauf qu'on ressent une certaine soit décroissance, soit croissance. Parce que ça évolue, l'histoire évolue. Donc forcément, ça se déconstruit petit à petit. Tout ce qui a été construit de façon stricte, purement stricte, est déconstruit petit à petit. Et c'est ça qui est intéressant en fait, dans Shoujo Kakuma Utena et Mawaru Penguin Drum. Enfin moi c'est ce que j'ai apprécié. Pour qu'ensuite, à la fin, paf, petit plot twist, il te retourne le cerveau et hop, là il a totalement détruit ton Rubik's Cube, si tu veux. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Et c'est ça qui est cool, en fait. Non seulement les musiques sont cool, le style est cool. Il peut être très Kiku manga vu par certains, mais il reste cool. Les couleurs et tout, il y a quelque chose, quoi, il y a un cachet. Mawaru Penguin Drum, waouh. Utena, waouh. C'était... Il a une vraie patte, ce mec. C'est pour ça que je le mets en 4ème position au-dessus de Makoto Shinkai, parce qu'il a réellement quelque chose d'intéressant. Non pas que Makoto Shinkai n'a rien d'intéressant, c'est pas ça. C'est juste que Kakuma Utena, il y a un truc en plus, à savoir... Mawaru Penguin Drum, à savoir un fond vraiment... non seulement c'est cool, en plus c'est complexe, en plus c'est machin, enfin, il y a plein de choses, la DA est sympa, il y a des tonnes de choses, ça, c'est vraiment très riche, en fait. Si la voiture a arrêté de faire son kéké dehors, ça serait bien. Et ça, le fait de prendre un genre pour le retourner, je trouve ça génial. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce réalisateur-là. En termes de réalisation, justement, il n'est pas classique dans l'animation, ou du moins il se sert du style classique de l'animation japonaise pour le détourner. À savoir qu'il reprend forcément des codes usés à la moelle pour le retourner un petit peu, juste un petit peu, légèrement. C'est exactement le cas dans Mawaru Penguin Drum, où justement il prend la gimmick du Imagine de la meuf qui se transforme, etc. Et pour le déconstruire petit à petit. C'est cool, ça c'est bien, c'est ce que j'adore chez lui. Putain, elle va arrêter la voiture dehors là? Donc c'est pour ça que je vous conseille Ikuhara Kunihiko, hein, si vous n'avez jamais vu Utena et Mawaru Penguin Drum, allez-y direct, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose de sympa derrière. Je vous préviens, enfin du moins, pour Utena c'est un shoujo, mais finalement pas vraiment, c'est plus seinen que shoujo, si on devrait catégoriser. Mawaru Penguin Drum, c'est pareil, ça veut rien dire seinen parce que on peut pas dire seinen pour un anime en fait, mais je le dis quand même, mais c'est pas grave. Mawaru Penguin Drum c'est pareil à ce niveau-là, si on devait le catégoriser. Sachant qu'il apporte un aspect en plus qui est neuf en fait, qui est moderne. Là où Utena, on ressent l'époque années 90, 2000. Du coup, oui, forcément ça vieillit. Mais les codes sont là et en fait la structure reste présente. Enfin, la façon dont il structure ses animes reste similaire. Donc c'est ça qui est cool. Regardez Kunihiko, il est vachement bien. Je le mets en 4ème position parce que, comparé à Makoto Shinkai, mais j'en ai ras le cul du mec de dehors qui fait ces conneries avec sa moto ou sa voiture, j'en ai ras le cul. Tu peux arrêter s'il te plaît? Donc c'est pour ça que comparativement à Makoto Shinkai,
il apporte un petit plus. Là où Makoto Shinkai, il est vrai qu'on peut s'emmerder, Kunihiko, lui, il y a toujours quelque chose qui pourra peut-être potentiellement nous intéresser. Bref. Troisième position. Alors là, bon, c'est sans surprise parce que... Non, c'est vraiment sans surprise. C'est évident en plus que j'allais le mettre parce que c'est mon réalisateur d'anime de cœur. C'est de cœur, c'est... Mais il va arrêter ce connard. J'en ai ras le cul qu'il fasse du bruit comme un bourrin. C'est quoi le problème? Casse-toi. Bon, ça a l'air de s'être atténué, c'est très bien. Ouais, mon troisième, c'est mon réalisateur de cœur, à savoir Hideaki Anno. Alors voilà, forcément. Hideaki Anno, c'est... comment dire, le polémiste, si on veut. On sait pas trop s'il se fout de ta gueule, ou s'il est sérieux, ou s'il... Mais ce mec-là, il est tellement attendrissant. Je vous jure, c'est un passionné, ce mec. Ça se voit que c'est un passionné. C'est pour ça que je le kiffe, Hideaki Anno. Quand il double, quand il acting, quand il joue un personnage. Je vous ai parlé de The Taste of Tea tout à l'heure. Il a joué dedans, Hideaki Anno. Il avait justement le rôle de réalisateur d'ailleurs, de dessin animé. Sachant que dans The Taste of Tea, il y a la maman qui fait du dessin animé. Il jouait également dans Funky Forest. Hein. Funky Forest très connu parce que justement c'est what the fuck, c'est machin. Mais non, au-delà de ça, Funky Forest, il y a des courts-métrages vraiment sympas dedans. Il y en a certains très dérangeants évidemment, il y en a d'autres qui sont un peu plus oh lol, c'est rigolo. Mais il y en a des vraiment bien dans Funky Forest. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est des vrais films, hein, par contre c'est pas des films d'animation. Funky Forest et The Taste of Tea. Le goût du thé, c'est vraiment bien. Le goût du thé est vraiment bien dans le sens où c'est très japonais, comme je disais. Des ambiances très calmes, très japonaises, en fait. On a l'impression d'être dans du Taniguchi, en fait. Quelque chose de dépaysant, de très familial, on s'y sent bien. C'est pour ça que The Taste of Tea, faut le regarder. Bon, je m'écarte un peu vu qu'il a juste joué dedans. Mais en tant que réalisateur, bon, Hideaki Anno, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Evangelion, voilà, Evangelion. Il a taffé sur Nausicaa avec Miyazaki, dont il a d'ailleurs doublé le personnage principal dans Le vent se lève, hein. C'est lui le doubleur principal. Il a fait également Nadia et le secret de l'eau bleue, Cutie Honey, les derniers Evangelion, Entre elle et lui, mon animé shoujo favori, encore une fois, bien que la mangaka ait été déçue, mais Entre elle et lui, bon bref, il y a des tonnes de choses à dire, énormément d'autres choses en tant que soit storyboarder, soit animateur clé, soit patati patata quoi. Il a fait énormément de choses, mais je vais rentrer dans l'ordre. Hein. Gunbuster, bon, c'était un OAV. Il n'y avait rien de spécial pour Gunbuster, c'était une série de 6 OAV. C'était plutôt sympathique. Il n'y avait rien de spécial à dire là-dessus. C'était à l'époque où Gainax, forcément, une époque un peu brillante pour Gainax, où t'avais justement Hideaki Anno avec Nadia le secret de bleu et Evangelion, bien que il y ait une chute à la fin d'Evangelion. Comment ça s'appelle, l'encyclopédie otaku là, merde, j'ai oublié le nom. C'est pas grave, je sais plus le nom. Bon bref, il y a eu des tonnes de choses faites par Gainax à cette époque-là, le Gainax Bank, tout ça on connaît. Hein. Et oui, Hideaki Anno avait une époque plus ou moins prospère au début. Durant Nadia et le secret de l'eau bleue, etc., c'était une période prospère. Jusqu'à ce qu'il tombe dans les troubles de la personnalité borderline. Je vais pas expliquer quelle pathologie c'est. Juste en faisant un résumé, si vous voulez, à la limite, en gros, c'est le détachement, troubles sociaux, etc., qu'il a décrit dans Evangelion.
Et Evangelion, ça repose principalement là-dessus, sur les troubles de la personnalité de borderline. Sachant qu'avec la déconstruction de la 3e génération d'Otaku, qui est venue justement à cause d'Evangelion d'ailleurs, plus ou moins, et suite à ça, il a également fait Love and Pop. Love and Pop qui est un film, cette fois, pas un film d'animation, mais un film normal, avec des acteurs, tout ça, qui raconte la prostitution lycéenne. La prostitution dans les lycées. Qui concerne justement les petites lycéennes, bref. Love and Pop, je l'ai vraiment aimé, parce qu'il y a la patte Hideaki Anno. Karekano, pareil. Il y a la patte Hideaki Anno. Shikijutsu, ça raconte encore une fois le trouble de la personnalité borderline, parce qu'on y revient toujours. Et Cutie Oni, c'était du délire. Bref. Pour comprendre ce qu'est Hideaki Anno, faut regarder Evangelion. Parce que avant ça, c'était Nadia et le secret de l'eau bleue. Et dans Nadia et le secret de l'eau bleue, si je veux faire une comparaison un peu dure, c'est du Pokémon. Mais le début du moins, c'est du Pokémon. Mais c'est-à-dire qu'on a les méchants, les gentils, oh ça se tape, oh là là, la team enquête c'est un voleur d'être sûr. Voilà, c'est plus ou moins ça Nadia et le secret de l'eau bleue au début. C'est après où vraiment ça se relève avec Yoshiyuki Sadamoto au Chara Design, bref. Mais une fois qu'il a eu ses soucis de troubles de la personnalité borderline, là il a fait Evangelion. Evangelion c'est particulier, à savoir que ce sont des plans fixes, des caractères katakana, hiragana, je ne sais quoi, en gros plan, kanji, en gros plan, du dialogue, du dialogue, du dialogue, du dialogue, des moments de blanc, du dialogue, du dialogue, du dialogue, quelquefois de l'action. Mais bon voilà quoi, et Evangelion faut apprécier. Pour beaucoup c'est biblique, pour moi c'est biblique, mais au sens littéral. Mais je comprends qu'on n'apprécie pas forcément Evangelion. Et ce style-là, à savoir tout dans Evangelion, et n'est pas misé sur, comment dire, pas forcément sur les personnages, bien que ça participe, pas forcément sur les musiques, etc. Mais une grande majorité dans Evangelion est misée sur la mise en, est misée sur la mise en scène, ça se répète un peu. Le parti pris, c'est la mise en scène. La mise en scène est incroyable dans Evangelion. Comment essayer, avec de la merde, de fabriquer de l'argent, ou de l'or même, si on veut, voire du platine. C'est un peu ça, le truc. C'est que, avec 2-3 images, avec des trucs en lotière qu'ont fait les derniers épisodes d'Evangelion, on arrive à faire des choses exceptionnelles. Et ça fait un peu hipster comme ça, mais c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Love and Pop c'est pareil, il y a une structure en fait qui fait que, avec peu de moyens, il arrive à faire en sorte à ce que ce soit très dérangeant, très anxiogène, et parfois agréable, cela dépend. Pareil pour Entre elle et lui, où Entre elle et lui c'est censé être du comique, c'est censé être de l'histoire d'amour. Plus histoire d'amour, plus du sentimental, plus du waouh. Et dans L'Entre elle et lui de Hideaki Anno, Kareshi no Kanojo no Jijo, hein, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est Entre elle et lui, dans L'Entre elle et lui d'Hideaki Anno, là on est dans toute autre chose. C'est à la fois du comique, à la fois des épisodes avec une réalisation totalement différente, genre du papier découpé, tu vois. Des photos totalement différentes et des sujets bien plus tristes, bien plus durs en fait, qui vont au-delà de l'aspect sentimental et comique. J'adore Entre elle et lui, c'est l'un de mes animés favoris, hein, Entre elle et lui. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien, vraiment bien. Et ça, c'est unique à lui. Je connais personne d'autre. Personne, hein. Parce que n'allez pas me sortir Madoka, parce que ça n'a rien à voir. Ça c'est unique à Hideaki Anno. Le fait de prendre un sujet comme ça, plutôt léger, et d'en faire un truc très sérieux, très limite sombre en fait. Et ça c'est génial.
Ça fait un peu émo dit comme ça, mais c'est génial. Evangelion, c'est exactement ça. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Parce qu'avec très peu de choses, il arrive à construire une histoire qui tient la route. Du moins, là, on dépasse le cadre de « je vais vous raconter une histoire ». Ou du moins, c'est le « je vais vous raconter une histoire », à savoir que là, Hideaki Anno va raconter une histoire. Mais c'est différent du « je vais vous raconter une histoire à ma sauce ». Et c'est ça le truc, c'est ça la nuance, en fait. C'est pour ça que je déteste Full Metal Brotherhood en anime, parce que c'est le « je vais vous raconter une histoire ». Sauf que c'est ça, mais c'est je vais vous raconter une histoire de Hiromu Arakawa, donc la mangaka. Ok, c'est cool, j'ai déjà lu le manga. Quel est l'intérêt? Bah pas grand chose en fait. C'est inintéressant du coup, parce que ça n'apporte rien. Ok, c'est bien, c'est fidèle, mais c'est quoi l'intérêt? Rien. Voilà. Alors que Hideaki Anno, quand il a fait Entre elle et lui, c'était du « je vais vous raconter une histoire, mais à ma sauce ». En y mettant mes émotions, en y mettant mon ressenti. Et quand un réalisateur fait ça, là tout de suite ça transcende, parce qu'il y a de la vraie personnalité qui en ressort, plutôt que d'avoir des trucs prémâchés en fait. Un truc, quelque chose d'impersonnel, c'est des histoires qu'on a vues et revues. Quand c'est un peu plus personnel, ça se ressent. Et Hideaki Anno, il montre ça. Le truc c'est que, soit on apprécie Hideaki Anno, soit on l'apprécie pas. Donc si on l'apprécie pas, forcément ça fait chier. C'est pour ça que la mangaka, elle s'en battait les couilles, c'était son œuvre, elle voulait un truc qui lui ressemble avec sa personnalité. Oui, mais meuf, c'est un anime. En plus, tu demandes à Hideaki Anno, le mec il va te faire un truc à sa sauce, quoi. Donc forcément, un truc très, ouais, très sombre, très ouais. Et ça c'est génial chez lui, moi j'adore. Mais tout le monde n'adhère pas forcément et c'est compréhensible. Mais en tout cas, c'est ça qui est important. Le fait qu'il y mette sa patte, qu'il y a un vrai truc derrière. Et c'est trop rare pour être souligné. C'est beaucoup trop rare. Mais ouais, ce type-là, pour moi, c'est pas un génie, mais presque en fait. Il est vraiment passionné parce qu'il fait. Je sais pas si vous avez déjà vu des documentaires d'Hideaki Anno. D'ailleurs, il est en présence de Miyazaki très souvent. Mais à chaque fois, il est très, il est attendrissant ce gars-là. Il est attendrissant. On dirait un grand enfant. Et c'est une personnalité. Enfin, c'est un côté, c'est un côté de sa personnalité qui est plutôt touchant, mine de rien. Rien que pour ça, c'est cool. Faut aimer le personnage, mais il est vraiment sympa. Il s'est resté un grand enfant, en fait. Peut-être que c'est lié justement au trouble de sa personnalité borderline, mais bon, on sait pas. Dans tous les cas, non, mais c'est un... Moi, c'est l'un des mecs que je respecte le plus en termes de réalisateur. J'apprécie vraiment Hideaki Anno, vraiment. Bref, dans tous les cas, si vous voulez voir, à mon sens, l'œuvre la plus représentative d'Hideaki Anno, faut pas spécialement regarder Evangelion, parce qu'Evangelion, évidemment, c'est lui, hein, c'est totalement lui, mais c'est peut-être limite plus intéressant de regarder Entre elle et lui et Love and Pop. Love and Pop parce que c'est un film, du coup avec des acteurs, du coup on s'écarte de l'animation et il peut pas... tout ce qui est aspect technique, etc., il peut pas trop le niquer, parce que forcément c'est des acteurs, donc il peut plus trop tricher là-dessus. Et Karekano pour voir un shoujo qui dépasse le stade de shoujo. Là on est vraiment au-dessus, quoi. Donc si vous n'avez jamais vu Evangelion, ben, ne regardez pas tout de suite Evangelion, regardez d'abord Love and Pop ou Entre elle et lui. Karekano, Kareshi no Kanojo no Dijo. Kareshi Kanojo no Dijo. Regardez ces deux-là d'abord. Et après vous me direz ce que vous en pensez. Bon bref, lui je le place en troisième, sans conteste, parce que voilà, c'est mon réalisateur coup de cœur, j'ai rien à dire plus. En top 2, là c'est plus de manière subjective mais objective, si vous voyez ce que je veux dire. Satoshi Kon. Voilà, parce que Satoshi Kon... Hideaki Anno a beau être mon réalisateur de cœur, Satoshi Kon est un cran au-dessus. C'est... Au-delà de lui, il a tout ce que font les autres. Il a tout ce que font les autres, à savoir
un univers, une déconstruction, une touche, une patte. Mais en plus, il te rajoute sa technique, il a un don pour le montage, pour les transitions, ce genre de choses. Il a un don pour te raconter une histoire. Ça, c'est la narration qui... Il est fort pour ça, c'est un vrai conteur, ce mec. Dans le sens où il te prend une narration, il la détourne, il utilise tous les éléments cinématographiques. Tout, ce mec était un pur génie. Satoshi Kon, pour le coup, je le dis, c'était un génie. Il était vraiment doué, ce mec. Pour ceux qui ne sauraient pas encore qui est Satoshi Kon, bah c'est Millennium Actress, c'est Paprika, c'est Perfect Blue, c'est Tokyo Godfather, c'est Paranoia Agent, c'est même Jojo, première série des OAV merde, ça date de quand le premier Jojo? Ça date de quand? 1980 combien? Jojo OAV. Alors, de quand datent les Jojo? 1993? Voilà. La première série de Jojo, 1993. Il y a Satoshi Kon qui y a participé. Bref, dans tous les cas, Satoshi Kon, pour moi, c'est le dieu. C'est un dieu. C'était un dieu. Parce que maintenant il l'est plus, mais c'était réellement un dieu. Il a vraiment tout ce qu'a les autres. Je vous ai déjà cité tout ça. Mais en plus de ça, il avait un don. Il a fait Memories aussi. Il a fait, je sais pas, il a fait Ryujin Z, mais en mode petit bossage. C'était pas le directeur, quoi. Ce mec se regrettait parce que putain, qu'est-ce qu'il était bon, mon dieu. C'était un génie, un génie du montage, un génie de la réalisation. Il t'envoyait du pâté, c'était en mode très réaliste, avec un humour à lui, mais c'était un humour propre, tu vois, c'était le truc qui te faisait rire, ou du moins sourire, mais pas le genre de blague un peu, tu te forces à sourire parce que c'est voilà quoi, un truc... Pour être grossier, un truc à la Shrek ou un truc à la DBZ ou haha, c'est pas très drôle. Ouais. Satoshi Kon, non, ça te fait... C'est cynique, il y a beaucoup de choses. Il est très 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 riche, Satoshi Kon. Il était. Encore une fois, il l'était parce qu'il ne l'est plus. Mais c'est vraiment dommage d'avoir perdu quelqu'un comme ça parce que ce mec-là était vraiment très très haut. Très très haut. Je sais pas. Tout le monde a vu au moins un de ses films. C'est pas possible. C'est pas possible que quelqu'un ne l'ait pas vu. Parce que Satoshi Kon. Alors, vous n'avez pas vu au moins une de ses œuvres. Parce que Satoshi Kon, c'était au-dessus, c'était au-delà, quoi. Si vous n'avez pas vu Paranoia Agent, regardez, c'était l'une de ses dernières œuvres. Et il a tout donné là-dedans, et ça, il y a quelque chose, quoi. Il y a un cynisme qui est très fort chez lui, avec, comme dit, un génie de l'animation. Il était parfait, quoi. L'histoire, il raconte les histoires. Beaucoup d'auteurs s'inspirent de lui encore actuellement. Enfin, Inception, tout ça. Il y a du Satoshi Kon derrière. C'est un maître, ce gars-là. C'est un dieu vivant. C'est un dieu vivant. C'était un génie. Tout ce qui est temporalité, etc. Il est très très fort pour ça, très très fort. Pour te raconter une histoire, il est très très fort. C'est ça le truc, c'est que on a beau ne pas aimer Perfect Blue par exemple, parce que moi je connais des mecs qui n'aiment pas Perfect Blue, parce que voilà, il y a des scènes un petit peu hardcore. N'empêche que il y a une façon de raconter qui est très dérangeante et que du coup ça s'accorde parfaitement. Il y a quelque chose chez ce mec. Satoshi Kon, j'ai rien à dire de plus parce que c'est un dieu. Si vous connaissez pas Satoshi Kon, regardez Satoshi Kon. Mais de suite, quoi. Parce que, voilà. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est Satoshi Kon. Je peux rien dire de plus, c'est Satoshi Kon, voilà. Ce mec, je le suce. Il est trop fort. Il est trop fort. Bon. Et le top 1. Alors, vous vous attendez sûrement à du Shinichiro Watanabe, peut-être? Ouais, c'est vrai, Shinichiro, Cowboy Bebop, Samurai Champloo, ça fait rêver, hein. Space Dandy, par contre, c'était un peu de la merde, hein, non?
Ou peut-être du Miyazaki, vous attendez à du Miyazaki. Ah, c'est vrai que Miyazaki, c'est pas mal. Ouais, enfin, Ponyo, quand même, c'était un peu de la merde. Hein. Enfin, ouais. Puis bon, le château ambulant, c'était pas non plus la folie. Je vais me faire des ennemis en disant ça. Non, non, non. C'est pas Miyazaki, c'est pas Shinichiro Watanabe, non. C'est Masaki Iwasa. Je le dirai jamais assez parce que voilà, mais mon premier. Là, c'est au-delà du cœur, au-delà de la déification de Satoshi Kon. Masaki Iwasa, c'est la modernité. C'est pour ça qu'il est premier, parce que il casse complètement les codes de l'animation japonaise comme elle est actuellement. Il te casse ça et il en fait une sauce occidentale. C'est un mec qui a travaillé chez le studio 4 degrés. Donc vous connaissez forcément le studio 4 degrés qui ont fait Titan Concrete, alias Amer Béton, Mind Game, beaucoup de choses. Genius Party, voilà, pour les plus connus. Hein. Et ce mec-là, Masaki Iwasa, c'est un réalisateur récent. Parce que il s'est fait connaître, il s'est distingué notamment justement grâce à Genius Party et Mind Game, en grande partie, hein, parce que Mind Game il était réalisateur, mais il a également fait Ping Pong, The Animation, et Yojohan Shinwa Taikai, alias Tatami Galaxy. Ce mec-là, pour moi, c'est ce qui devrait être actuellement en termes d'animation japonaise. On n'est plus dans le temps où l'animation japonaise, c'était juste une bouche qui bougeait sans que la mâchoire elle-même bouge. Vous voyez, on n'en est plus à là, quoi. C'est fini, ce temps-là. D'ailleurs, il a fait aussi Kaiba, pour ceux qui se souviennent. Kaiba, putain, c'était perché de chez perché, mais c'était génial. Et c'est Masaki Iwasa. Pour ceux qui... Non, mais ce mec-là, il a une patte unique. Il a une patte unique. Masaki Iwasa, comment dire, c'est l'animateur, voilà. En gros, c'est l'animateur. Vraiment. C'est pour ça que je l'aime bien, parce que c'est l'animateur. Il est réalisateur. Il est très fort là-dedans. Dans un autre domaine, c'est pas le même délire que... c'est pas du tout le même délire que Satoshi Kon, hein. C'est pas en mode temporalité patati patata, non. Lui, c'est du super difforme, de l'exagération, de mélange de genres, du... Comment dire, c'est l'enfant, en fait. Parce qu'un enfant, quand tu ouvres une boîte à jouets, t'as plein de jouets différents. À savoir un petit dinosaure, un Power Rangers, une voiture, un truc. Et Masaki Iwasa, c'est l'enfant. Il mélange des tonnes de types. Il anime tout ça d'une manière extrêmement expressive. Très expressive. Une liberté dans les mouvements, notamment dans Ping Pong The Animation, il y a quelque chose. Dans Ping Pong The Animation, l'animation est vraiment poussée, extrêmement poussée, et c'est très beau. Le mélange est très beau, c'est très drôle, l'histoire est très bien. Sachant qu'il a bossé également sur Crayon Shinchan, hein, donc vous voyez le délire du mec. Mind Game, forcément, ça part dans tous les sens, mais en même temps, pas tant que ça. Il y a Genius Party, pareil. Il y a plusieurs petites histoires. Enfin, je sais pas quoi dire. Tatami Galaxy, là, c'est à la réalisation pure. On est plus dans le calme, mais à la fois, c'est délirant et ça part dans plein de sens différents. Ce mec-là, c'est une boîte à jouer. C'est vraiment un enfant. En termes de réalisation, et c'est pour ça qu'il est très intéressant. Parce que à nouveau, hein, il prend des codes pour les casser, ça c'est normal. Et au-delà de ça, il rajoute évidemment sa patte, c'est un dieu de l'animation encore une fois. Vous prenez tout ce qu'ont fait les autres, sachant qu'en plus il est moderne, donc il est récent. Satoshi Kon, je l'aurais bien mis premier s'il était encore de son vivant.
Mais Masaki Yuasa, du coup, est là parce que ce qu'il fait actuellement, c'est très fort. Il a également travaillé sur un épisode d'Adventure Time, que je n'ai pas vu, d'ailleurs, désolé. Il a également travaillé d'ailleurs sur Space Dandy, un épisode de la saison 2, l'épisode 3. Bref, il a travaillé sur beaucoup de choses, mais on le retient surtout pour son taf fait chez le studio 4 degrés, et Tatema Galaxy et Ping Pong The Animation. Voilà. Ces deux animes-là, faut vraiment les voir. Ils durent pas très longtemps, pour ceux qui n'oseraient pas. Et en plus, c'est très très fort comme anime. C'est vraiment très très fort, très très puissant. Dans le sens où, même si on n'est pas intéressé par l'animation, l'histoire est très intéressante. On est attaché en fait à ces personnages. C'est très étrange parce que chez lui, à l'inverse de Satoshi Kon qui ont des personnages très vivants, Satoshi Kon il a des personnages très attachants, très hauts en couleur. Bah, Masaki Yuasa, c'est pas tant ça. Ils sont presque impersonnels finalement. Ces personnages, ils sont limite un peu vides dans le sens où, bah finalement, ouais, ils ont rien de spécial quoi. C'est pas des super héros, mais ils sont très attendrissants quand même. Vous voyez? Ils ont rien qui les distingue physiquement, mais leur personnalité est assez touchante pour qu'on en retienne leur univers. Et ça, c'est cool. Encore une fois. Kaiba est le parfait exemple de ça, dans le sens où on est purement plongé dans un univers, en fait. C'est le mec qui vous plonge dans un univers direct. Mind game, paf, t'as pas le choix. Ping pong, paf, t'as pas le choix. Et tu les vois, les barrières, qui sont l'ADA. L'ADA qui est spécifique à chaque œuvre, donc du coup tu sais que t'es plongé dans un univers ou un autre. Pareil, Tatami Galaxy, c'est un autre registre par rapport à Ping Pong. Et si l'un ne vous plaît pas, l'autre peut vous plaire, etc., etc. Ce mec, c'est une boîte à jouer. Voilà. C'est pour ça qu'il est mon premier. Et que je vous conseille vivement de regarder ses œuvres, notamment Tatami Galaxy et Ping Pong The Animation, et évidemment les œuvres du studio 4 degrés. Mais ce mec-là, c'est au-delà d'un pur talent. Il a vraiment une patte à lui qui est très forte. Et il faut vraiment le voir. De toute façon, tous ceux que j'ai cités, il faut aller voir. Hein. Faut aller voir sans souci. Pourquoi j'ai pas mis Miyazaki? Parce que je me doute que cette question va venir, sans doute. J'ai pas mis Miyazaki parce que Miyazaki, c'est pas pour le côté hipster que je ne l'ai pas mis, c'est juste que Miyazaki, j'ai du mal avec certains, dans le sens où, évidemment, c'est des Ghibli. Mononoke, comment ne pas aimer Mononoke, voilà. Chihiro, pareil, c'était waouh. Le vent se lève, je l'ai beaucoup apprécié, pour ma part. Mais malheureusement, Ghibli reste Ghibli. Ça n'évolue pas. Et ça, c'est le plus gros reproche que je fais à Miyazaki. À l'inverse de Satoshi Kon, qui a toujours pour thème une chose précise. Les souvenirs, la vieillesse, notamment les flashbacks, quoi, avec Millennium Actress. Le rêve, avec Inception... Ah, non, pardon, Paprika, hein, oui, avec Paprika. La paranoïa, enfin, vous voyez le genre, le vice, on va dire, dans Paranoia Agent, la schizophrénie dans Perfect Blue, bref. Satoshi Kon, il a des thèmes, ok, qui sont très différents, mais très adultes. Hideaki Anno, lui, c'est toujours le même sujet, mais il le traite différemment, dans le sens où le fond, même s'il se ressemble, n'est pas forcément le même. Evangelion, c'est pas entre elle et lui. Ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Et en fait, c'est traité de la même manière, mais pour des sujets différents. Et ça, c'est bien. Je préfère ça. Kuniko Ikuhara, c'est le plot twist de fin, c'est waouh, 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 waouh. Voilà. Déconstruction, patati patata. C'est particulier. Makoto Shinkai, c'est des paysages, des trucs, des machins. Et c'est pour ça, justement, que Miyazaki est proche de Makoto Shinkai. Parce que c'est presque la même chose. Dans le sens où Makoto Shinkai, c'est réaliste.
Pas tout le temps, hein, il y a Voyage vers Agartha, Voyage... bon bref, on s'est compris. Qui lui n'est pas... Voyage vers Agartha, c'est pas spécialement réaliste, hein. Le taureau de la des nuages non plus. Pas trop. Mais bon. Le fait est que... comment dire, son univers est assez similaire les uns des autres. Donc c'est bien, mais il y a un moment, faut... J'ai pas vu Your Name, donc j'espère que celui-là, il est vraiment très différent des autres. Donc j'attends de voir. Mais Miyazaki, c'est toujours la même chose, hein. Le thème est peut-être différent. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié Le Vent se lève, parce qu'il était très différent du reste. Et mais sinon... voilà quoi, en termes de fantasy et tout, ok. Ok, c'est le conte, c'est du conte. Donc forcément, c'est toujours un peu les mêmes mécaniques. Moi, ça me parle moins, parce que je suis pas trop dans la fantasy, etc. Donc forcément, ça me parle moins, mais j'apprécie quand même Miyazaki. Mais celle-là n'est pas la question. Mais c'est vrai que ça a tendance à me lourder quand c'est un peu trop la même chose. Pas forcément dans l'histoire, parce que c'est pas le cas dans l'histoire, mais... Je sais pas si vous voyez. Vous voyez ce dont je vous parlais ou pas. C'est la mécanique, en fait. Un jeune protagoniste qui découvre des trucs fantastiques, etc. Enfin, la mécanique est très similaire. Et c'est pour ça qu'en termes d'innovation, Miyazaki, c'est pas non plus la folie. Il se fait vieux, le gamin. Enfin, tant mieux que Ghibli est fermé, quelque part. Tant mieux. Bref, donc voilà pour mon top 5, hein. J'espère qu'il vous aura pas trop fait chier. Comme d'hab, hein, de toute façon, je fais des vidéos de la durée que je veux, parce que j'emmerde le système, j'ai envie de faire des vidéos qui durent 50 minutes, je fais des vidéos qui durent 50 minutes. C'est mon exutoire, c'est... voilà, où on peut parler. Donc si... dites-moi également quel est votre top 5 de réalisateurs, au pire. Voilà, je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouvera une prochaine fois. Allez, salut, bye bye.